Mind Parachutes. À chaque idée, de nouveaux horizons. Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir réaliser cet entretien avec Max Piccinini, auteur du livre best-seller Réussite Maximum, entrepreneur et coach de renommée internationale. Il a accompagné déjà plus de 130 000 personnes dans plus de 25 pays vers la réussite, des célébrités, leaders et hommes d'affaires lui font confiance pour les accompagner. Dans les prochaines 40-45 minutes, j'aurai le plaisir de lui poser des questions que j'entends souvent par les passionnés de développement personnel. Je suis certain que ces réponses vous seront très utiles pour vous orienter vers la réussite. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Matteo, je suis créateur de la chaîne YouTube Mind Parachutes, une chaîne qui est dédiée au développement personnel. Toutes les C'est semaines, top. vous y trouverez, merci Max, toutes les semaines, vous y trouverez une synthèse avec les meilleures idées issues des livres et des développements personnels sous forme de dessins animés. Donc voilà, la toute dernière vidéo que j'ai publiée d'ailleurs, c'était sur les livres Réussite Maximum, justement les livres écrits par Max. Bonjour Max, et merci d'avoir accepté ma proposition pour cet entretien. Bonjour Mathéo, c'est avec grand plaisir et bravo ce que tu fais avec Mind Parachute, c'est absolument génial. Je fais un plaisir de faire cette interview avec toi. Merci de m'inviter. Merci à toi. Donc, avant de poser les questions voilà, des personnes qui me reviennent, des personnes qui me suivent sur Mind Parachute, j'aimerais bien déjà poser quelques questions sur toi et ton parcours, si cela ne te gêne pas. Avec grand plaisir. Déjà, je suis très intéressé à savoir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es intéressé au développement personnel et comment tu as commencé tes premiers pas dans ce monde. Alors moi, ce qui m'a amené au développement personnel, c'est ma mère, clairement. Et la raison, c'est que j'ai vécu une enfance assez difficile. Quand je dis difficile, mon père était quelqu'un de violent physiquement. On ne gagnait pas beaucoup d'argent. On était vraiment en classe, on va dire, très modeste. Pour l'anecdote, mon père nous coupait les cheveux une période de notre vie par manque d'argent. C'était un prof de français, donc la coupe n'était pas top. Et On donc, peut on rigole imaginer. maintenant, mais sur le coup, c'était vraiment, Ouais, c'est ouais, vraiment j'imagine qu'à stressant, quoi. l'époque, c'était… Et ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai eu une enfance. Alors, j'ai eu des moments heureux, bien entendu, mais c'était souvent très stressant et c'était très compliqué. Et donc, ma mère s'est vraiment sentie. Mon père nous frappait tout le temps. Et donc, on a un grand manque de confiance en nous, basse estime personnelle. Et puis, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et donc, je pense que j'étais vraiment tellement perdu, j'étais tellement en douleur dans ma vie que ma mère a dû le sentir et elle a entendu, elle avait commencé le développement personnel par des amis. Et elle m'a ouvert, donc c'est ma mère qui m'a ouvert au développement personnel et elle m'a donné un livre, sûrement parce que elle avait vu que j'étais vraiment pas bien, que je connectais avec personne, j'étais tout seul dans mon coin. Ça s'appelait Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Grand classique. Grand Grand classique. classique et que je recommande fortement, super livre. Et ça m'a ouvert la voie du développement personnel, ça m'a ouvert au fait de c'était pas vraiment encore sur le mindset, on était vraiment sur le comportemental. Mais le fait que je commence à comprendre que je n'étais plus en position de victime, que je pouvais influencer les choses. J'ai commencé à capter, juste avec ce livre-là, que je pouvais en fait influencer les choses, je pouvais devenir acteur de ma vie. Ça m'a ouvert la porte. Après, c'est réfléchir à devenir riche. Et j'ai commencé à dévorer tous les livres parce que je trouvais ça tellement passionnant, le potentiel humain, la capacité de transformer sa vie. Parce qu'avant, j'étais vraiment en mode, j'ai pas de chance, je peux rien changer, je suis tombé dans la mauvaise famille, à je peux faire changer les choses, je peux évoluer. Tout ce qui m'est arrivé a peu d'importance. Ce qui compte, c'est comment je vais réagir, quels sont les choix que je vais faire à partir de maintenant et qu'en fait, je peux réaliser la vie de mes rêves. Pour moi, ça, c'était le gros déclic. C'est comme si je découvrais le feu. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré à l'âge de 14 ans. Ah, d'accord. Donc, tu as commencé très tôt. Moi, j'ai Très tôt. découvert ça beaucoup plus tard. Je Donc, suis tombé dans la bravo. marmite quand j'étais petit, comme je dis. Ah ouais, c'est très bien ça. Et donc, d'après toi, vu ton expérience, quels sont les bénéfices les plus grands que tu as pu tirer justement de ce que tu as appris à propos du développement personnel? Pour moi, le développement personnel est l'activité la plus intelligente, la plus puissante qui soit. Ça m'a permis de passer de quelqu'un qui est parti de plus que zéro, enfin moins dans tous les domaines, manque de confiance, toujours à découvert, zéro réseau et compagnie. Je suis devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans. J'ai fait fois 50 sur mes revenus en l'espace de quoi 7-8 ans. Maintenant, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans, je suis totalement libre financièrement. J'ai trouvé une relation extraordinaire et j'ai les clés parce que j'ai découvert tout ça, c'est le développement personnel dans tous les domaines. Le développement personnel, ça se passe partout. Pour être plus heureux en couple, on a un couple absolument incroyable. On a une famille maintenant avec Luca, notre fils, qui a 8 mois pendant un moment que je vous parle. Euh, je suis arrivé à un point où maintenant j'aspire des milliers de personnes à travers mes séminaires chaque année. J'impacte des millions de personnes sur les réseaux. Donc,
Je suis une preuve vivante du produit du développement personnel. Donc, quand quelqu'un me dit, alors, sans développement personnel, c'est tellement large et je crois qu'il y a tout et n'importe quoi dedans, on peut vite s'y perdre. Mais le développement personnel qui est vraiment la croissance personnelle, pas juste partir en cacahuète et s'inventer des mondes dans tous les sens, le côté vraiment de croissance personnelle avec de l'action, du progrès personnel, c'est la chose la plus extraordinaire parce que si on veut obtenir plus dans la vie, on doit devenir plus. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ils attendent que le président change, leur femme change, leur mari change, tout le monde change. Mais ils ont oublié que si c'est à eux de changer, si je veux que les choses changent, je dois changer. Disait un de mes mentors, Jim Rohn. Donc pour moi, ça a totalement transformé ma vie sur tous les plans. Et maintenant, j'en suis à l'enseigner, à le transférer. Je suis coach moi-même, je donne des séminaires et des programmes avec des milliers de personnes chaque année. Et donc, parce que pour moi, c'est le plus grand cadeau que je peux offrir au monde, c'est d'aider les gens à démarrer leur chemin de développement personnel ou l'accélérer parce qu'il n'y a rien de plus puissant qui soit. Donc, on entend vraiment la passion de la manière juste dont tu en parles, c'est top. Et d'ailleurs, en petite parenthèse, bravo pour les choix des prénoms de ton enfant. Je vois bien que les racines italiennes sont là. c'est clair, Personnellement plaisir. On est entre italiens, là, c'est avec Luca Piccinini, là, avec un nom comme ça, on va aller on ne peut loin. pas se tromper. On ne peut pas se tromper sur les origines. C'est clair. Donc, c'est super ton parcours. J'imagine que malgré tout l'enthousiasme dans lequel tu en parles, tu as dû passer quelques moments compliqués, quelques difficultés. Est-ce que tu peux nous faire un exemple de une ou deux difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour les surmonter dans avec plaisir. Expérience? J'en ai plus d'une des difficultés. Je vois une des plus difficiles pour moi, c'était quand j'ai démarré mon premier business. J'avais 21 ans. Et j'avais tous mes copains du lycée qui se sont foutus de moi. Parce que je travaillais avec une boîte américaine qui vendait des produits anti-âge et de beauté. Et moi, je voyais le potentiel. Donc, moi, je me dis, l'anti-âge et la beauté, ça va être énorme comme marché. Mais ils ne voyaient pas ça. Ils voyaient, passer l'autre bord, t'es con ou quoi, tu vends des crèmes. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Alors que moi, je voyais le gros potentiel. J'en suis devenu millionnaire. Je générais des revenus absolument incroyables 7-8 ans plus tard avec, 5-6 ans plus tard même. Mais sur le coup, moi, je ne réussissais pas, je démarrais. En plus, je voulais les aider, quoi. Je trouvais ça cool, quoi. Mais ils ont commencé à se foutre de moi. Je me rappelle toujours un dîner. J'habitais Strasbourg, je suis né à Strasbourg. Mais ils sont foutus de moi. C'était vraiment les éclats de rire. Ah, tu vends des crabes. Et pour moi, c'était tellement blessant, quoi. C'est dur, oui. C'est mes meilleurs amis qui te mettent pour moi, c'était un couteau, quoi, dans le dos, quoi. Et des moments où j'ai senti que ma famille ne croyait pas en moi. Et je ne peux pas leur en vouloir parce que moi, je ne croyais pas en moi non plus. Mais c'est dur, quoi. Donc, tout le monde on a l'impression d'être le vilain petit canard qui sort du chemin. Et tout le monde nous regarde en disant tu fais quoi, là? Reviens dans le chemin, là, comme tout le monde. Là. Fais des études, fais un boulot comme tout le monde, achète un petit appartement. Moi, à l'intérieur, je n'étais pas fait pour ça. Je voulais plus dans la vie. J'ai perdu mon père d'un accident de la route quand j'avais 14 ans. Donc, c'est ça qui m'a amené justement au développement personnel parce que je n'étais tellement pas bien dans ma vie. Il y avait le divorce, puis la mort de mon père dans un accident de la route. Et donc ça, c'était vraiment un truc marquant qui m'a fait questionner la vie, quoi. Attends, la vie, elle est sérieuse, elle est importante. La plupart des gens, je me dis qu'ils crachent dans la soupe. Ils ne comprennent pas la valeur de la vie et donc ils gâchent leur vie. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans. J'ai perdu ma mère d'un cancer à l'âge de 26 ans. Elle avait 54 ans. Donc 2 fois, j'ai eu un rappel que la vie, elle est précieuse et un jour, on va partir. Et donc, pour moi, j'ai commencé à valoriser la vie très tôt. Et beaucoup de gens gâchent leur vie, à mon sens, qu'ils sont là dans le train-train quotidien. Et pour moi, je me suis dit, attends, je vais mourir un jour, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde, le petit boulot. Mais c'est très dur. Quand j'ai démarré mon premier business, j'ai mis 2 ans et demi avant de sortir plus de 1200, 2000 euros par mois. C'était dur. Je bossais comme un fou. J'étais à 800 euros par mois. Je montais à 1600. J'arrivais à pas me sortir un salaire et je bossais 80 heures par semaine. C'était très dur. Mais après, ça paye. Et c'est un effet exponentiel où d'un coup, il y a le déclic, il y a le truc qui passe. Et d'un coup, il y a des actions qui se passent. Et d'un coup, en l'espace de 2 ans, 2-3 ans, je suis passé du gars, on disait, c'est quoi ce gars-là, à faire des petits boulots pour finir les fins de mois. Je travaillais dans l'usine la nuit, parfois juste pour avoir un peu d'argent pour payer mes factures. J'ai fait des trucs de sous-traitance de la poste, des boulots, mais vraiment ingrats. Et j'ai vu aussi des gens qui bossaient depuis 10 ans dedans. Et j'ai vu ce que je ne voulais pas faire. Et j'ai profondément du respect parce que c'est un boulot extrêmement difficile. Je voyais faire des traitances pour la poste, des boulots mais horribles à 38 degrés sous un garage. Voilà. Et je travaillais quelques jours là-dedans ou quelques semaines là-dedans. Et juste pour finir les fins de mois.
mais ça m'a drivé, ça m'a motivé encore plus à réaliser mes rêves. Et donc, c'était très dur pendant un moment. Mais d'un coup, du moment où d'un coup, on me regardait avec des yeux bizarres, où d'un coup, en 2 ans, j'avais passé la barre des 10 000 euros par mois. Et d'un coup, on commence à me regarder autrement, je regardais une nouvelle voiture. Et puis après, c'est passé à 30 000, 40, 50 000 euros par mois. Bah, d'un coup, les gens, d'un coup, j'étais devenu une sorte de mini-star, quoi, où je voyageais à travers le monde, où la compagnie américaine avec qui je travaillais m'invitait en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis pour parler devant 5 000 personnes parce que j'étais une success stories européenne. Je vais développer plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec mon organisation. Et donc, d'un coup, les gens, ils me disaient, les mêmes personnes qui me critiquaient commençaient à me regarder en disant, ouais, je vais être pote avec toi. Très intéressant. Du coup, justement, ça me fait penser, la manière dont tu le racontes, c'est vraiment la manière dont on entend souvent des personnes qui ont réussi dans leur vie. Finalement, la réussite extérieure est la suite logique et inexorable d'une certaine manière d'une réussite intérieure, d'un déclic intérieur. Exactement. Tu en as parlé, tu as dit effectivement, il y a eu un déclic et 2 ans après, les choses ont vraiment changé. Du coup, je suis intéressé, quel a été le déclic pour toi? Quel a été ce déclic? Qui m'a vraiment amené. Ouais. Je crois je pense que c'est jamais un déclic, c'est une série de déclics. Mais il y a vraiment des événements majeurs. Clairement, le fait que j'ai eu une enfance très difficile, douloureuse, au terme relationnel, le fait qu'on n'avait pas d'argent, je voyais toujours mes parents s'engueuler autour de l'argent, ce manque d'argent qui était pour moi un stress. Donc moi, ce que j'ai enregistré, c'est l'argent va régler beaucoup de problèmes. Et on n'aime pas entendre ça, mais c'est vrai. L'argent règle beaucoup de problèmes. Attention, il ne nous rend pas forcément heureux. Parce que j'ai vraiment eu une période où d'un coup, je gagnais beaucoup d'argent par la suite et je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément plus heureux. J'étais plus confortable, j'avais plus de choix, j'avais plus de liberté. Mais clairement, ça règle beaucoup de problèmes. Quand on a réglé le problème de l'argent, la vie va quand même beaucoup mieux. Il y a quand même un stress qui s'enlève. On respire. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. Mais non, ce n'est pas pour ça que ça va forcément… le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. L'argent, c'est le monde extérieur. Ça me permet de créer la liberté, le choix, le confort. Et donc ça, c'était déjà cette enfance-là, puis le divorce de mes parents, puis la mort de mon père. Ça, c'était vraiment le déclic. Mais c'est arrivé entre le déclic où j'ai compris intellectuellement, j'étais bien intellectuellement, et vraiment créer une vie hors du commun. Et le premier livre de développement personnel qui m'a ouvert, puis le deuxième, puis le troisième, puis j'en ai lu des milliers. Et tout ça, c'était dans la tête. Et je dis souvent qu'il y a 3 niveaux de maîtrise. Le premier, c'est intellectuel. On a un déclic. On comprend intellectuellement qu'il faut changer. Par exemple, on comprend que la cigarette, c'est mauvais. Tant qu'on ne comprend pas ça, on va continuer à se tuer. Mais ça ne suffit pas. Et beaucoup de gens savent qu'il ne faut pas regarder la télé ou Netflix à longueur de journée. Ils savent qu'il ne faut pas prendre de sucre. Ils savent tout ça. Moi, je savais que je voulais passer à l'action, réaliser mes rêves. Il y avait un monde entre ce que je voulais et ce que je savais et ce que je maîtrisais réellement. Et d'un coup, c'était quand j'ai démarré mon premier business à l'âge de 21 ans, je voyais que je pouvais gagner très bien ma vie si je bossais bien, si je créais une organisation, etc. Mais d'un coup, je luttais, quoi. Et d'un coup, j'étais en face de mes peurs, de mes croyances limitantes, toutes mes peurs que j'avais eues de mon enfance, que tu es un bon à rien, tu réussiras à rien, 3 000 euros par mois, c'est impossible à atteindre, c'est pour les riches. Moi, j'ai grandi comme ça. Pour moi, 3 000 euros par mois, c'était impossible. 2 000 euros, c'était vraiment, tu avais réussi. Pour quelqu'un ici, ouais. Et parce que mes parents, ils gagnaient 1 000, 1 200 euros par mois. Ils critiquaient les riches sont des salauds, l'argent ne fait pas le bonheur, ça. Ma mère était prof de religion catholique, j'étais enfant de cœur, donc avec toutes les bonnes valeurs de la religion catholique, il y a aussi au niveau de l'argent, c'est compliqué. C'est souvent l'argent, les riches ne vont pas aller aux cieux, c'est des grands méchants salauds, etc. Donc bon, c'est sans bien sûr faire de généralité, je respecte profondément chaque religion, ça c'est aucun souci. Mais donc j'avais ces peurs, ces croyances. Donc quand j'étais en action, d'un coup j'avais toutes ces peurs. Je me sentais rabaissé, je me sentais petit, je n'avais pas de diplôme, donc j'étais constamment à me rabaisser, faire autre chose. Et donc là, j'ai compris qu'il y a une différence entre comprendre intellectuellement quelque chose ou vouloir quelque chose, de la motivation, et ensuite le faire réellement. Et d'un coup, c'est là où j'ai commencé à travailler au fur et à mesure de ces mois, des années, ces livres, ces séminaires, ces programmes que j'ai faits. Et d'un coup, il y a eu comme un moment où, et c'est arrivé quand j'en ai eu marre d'en avoir marre. Et il y a le déclic émotionnel, c'est le deuxième. Avant que le deuxième, troisième déclic, on va dire, il est tellement répété que ça devient automatique. C'est dans le système nerveux. Maintenant, c'est clair chez moi. J'ai confiance en moi. J'ai les croyances qui sont là. Personne ne peut m'arrêter. Mais ça a mis des années. Entre comprendre quelque chose. Mais en fait, c'était un moment quand j'ai eu marre d'en avoir marre. Je revenais d'un rendez-vous d'affaires. Ça n'avait pas marché. Ça ne décollait pas. Encore quelqu'un ne croyait pas en moi. Et moi, j'étais juste en mode de chercher des excuses. Ouais, les Français ne comprennent rien. Et puis en Alsace, c'est compliqué. Les gens sont fermés. Et puis les gens sont cons. En gros, j'étais juste en train de me ressasser des excuses. Parce que
d'un coup, j'ai eu le déclic en me disant, attends, Max, si ça ne fonctionne pas pour toi, c'est que toi, tu ne fais pas quelque chose de correctement. Et c'est toi qui cherches des excuses. Et là, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, mais non, ça suffit les excuses, terminez les excuses. Maintenant, je suis un homme d'affaires, bordel. D'un coup, il y a eu ce déclic du je veux réussir à je vais réussir. Ah, maintenant, terminé. J'ai tué mes excuses, littéralement. Et quand j'ai fait ça, oh mon Dieu, tout a changé. Tout a changé. D'un coup, je prenais le téléphone, j'étais une différente personne. J'étais un homme d'affaires. D'un coup, j'avais confiance en moi. Maintenant, c'était plus j'ai envie, c'est plus j'espère, c'est plus j'étais motivé, c'est je vais réussir. Point. Comme ça. Donc, en fait, c'est d'une certaine manière, quand tu as eu ces déclics émotionnels, si je peux le traduire comme ça, pour toi, c'est un peu, d'une certaine manière, tu as réussi à assumer l'identité que tu voulais avoir, mais que d'une certaine manière, pour l'instant, tu l'avais comprise, mais tu n'arrivais pas encore à l'incarner. C'est une très bonne manière de l'amener. C'est exactement ça. Je me suis perçu différemment. Exactement. Je me suis perçu du petit jeune garçon qui avait peur, qui n'avait pas confiance en lui, à la quoi un homme d'affaires qui allait réussir. Et que personne n'allait m'arrêter. Tu as très bien dit ça. Et après, c'est tellement répété que c'est le troisième niveau de maîtrise. C'est dans la posture, c'est dans le corps, c'est automatique. Maintenant, quelqu'un qui vient en me disant ça va pas marcher dans le truc, j'en ai rien à foutre. Mais ça me touche même pas. Je regarde, je fais. D'accord, c'était vrai. Au contraire, ça me motivait. Je dis ok, vas-y, envoie. Donc, alors qu'avant, c'était oh mon Dieu, il a peut-être raison. J'avais 3 semaines à m'en mettre, quoi. Donc, c'est la maîtrise émotionnelle. C'est plus que de l'intelligence émotionnelle, c'est du fitness émotionnel, comme l'appelle. Intéressant. Ouais. Intéressant. Et il y a une autre chose que dans ta réponse tout à l'heure qui m'a rendu assez curieux, c'est que finalement, de la manière dont tu en parles, tu avais à la fois ta mère qui t'encourageait vers le développement personnel parce qu'elle avait vu que tu en avais besoin, et à côté de ça aussi un environnement à la fois familial et des amis qui finalement ne comprenaient pas trop bien non plus ton envie de sortir du cadre. Ils ne comprennent toujours pas, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs. Oui, d'accord. Donc maintenant, tu leur fais envie, mais voilà, ils comprennent. Bon, ils sont heureux pour moi, mais alors je dis ok, bon, c'est good. Si tu veux. Et du coup, ma question, c'est comment tu as fait, parce que j'imagine que ce n'était pas facile à vivre un environnement proche qui finalement ne te comprend pas ou te soutient pas. Comment tu as fait justement pour réussir à avancer malgré ça? Au début, c'était très difficile parce que j'étais constamment, la plupart du temps, on est focalisé sur qu'est-ce que les gens vont penser de nous. Et ça vient d'une peur qu'on a tous, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est une peur majeure. Donc, à la fin, c'est tous les chemins mènent à Rome. Je forme des coachs à travers la formation Excellence Coaching Academy chaque mois, chaque année. Et une des premières choses que je leur enseigne, c'est que tous les chemins mènent à Rome. C'est qu'en fait, on a peut-être la peur de l'échec, la peur d'être ridicule. Peut-être que c'est la peur de réussir, peut-être que c'est la peur de l'imperfection, peut-être que c'est la peur d'être trahi. Mais à la fin, parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Parce que ça prouverait qu'on n'est pas aimé. Et donc, pour moi, c'était si mes amis ne me valident pas, c'est que je vais perdre leur amour. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, on reste dans le groupe, dans le petit troupeau là. Personne n'est heureux dedans, personne n'a la vie qu'il veut, mais on reste dans ce que c'est plus sécurisant parce qu'on a plus peur de ne pas être aimé. Et à un moment, il faut faire l'acte le plus important qui soit dans sa vie, c'est dire, tu sais quoi les gars, je n'ai rien à foutre. Tu vois, je vais suivre mon chemin. Je vais arrêter de voler avec les poules parce que je suis un aigle, un aiglon, et je vais apprendre à voler. Et vous peut-être faire 3 mètres, moi je vais faire 3000 mètres. Et avec respect, pas pour dire allez vous faire foutre. Je ne suis pas du tout le gars disant ouais, allez vous faire foutre. Non, pas du tout. Juste à moi, il faut passer ça. Alors pour moi, ça a été le jour où j'ai décliqué, ça a été probablement un des livres que j'ai lu, je ne sais pas lequel, où j'ai compris que les vrais amis nous supportent dans nos rêves. Les vrais amis ne nous disent pas forcément tout ce qu'on veut entendre. Pour moi, un coach, par exemple, ce n'est pas un ami, c'est le meilleur ami. Le meilleur ami va l'encourager dans ses rêves, mais va aussi le challenger, il ne va pas être toujours d'accord avec lui. Donc, il y a une différence entre ne pas être d'accord, il y a une différence entre dire que mon point de vue, c'est ça, et il y a une différence entre retenir quelqu'un. Et là, je me suis dit, OK, si mes copains me retiennent, ou certains membres de ma famille me retiennent, c'est qu'en fait, ils font de leur mieux. Donc, j'ai compris avec le temps qu'ils ont fait de leur mieux. En fait, ils avaient peur, eux aussi, de perdre mon amour. Ça permet aussi de renvoyer un miroir pour eux, de leur dire « Hey, toi, tu vas réussir par moi. » Donc, c'est difficile pour eux, c'est une problème d'ego aussi. Mais au fond, la plupart nous veulent du bien. C'est juste qu'ils sont limités dans leur pensée et ils ne voient pas ce que je vois. Et c'est inconscient pour voir ce qu'ils vont. Donc, avec de l'empathie où j'ai compris, en fait, ils font de leur mieux et font leurs choix. Moi, je fais mes choix. Et numéro 2, j'ai compris que les vrais amis nous encouragent. Mais si quelqu'un ne m'encourage pas dans mes rêves, ce n'est pas vraiment un ami. Donc, c'est un copain. Et il y a une différence entre un copain et un ami. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui fait, tu sais quoi, si c'est dans ton cœur, vas-y. Et j'ai vite vu qui étaient mes vrais amis.
Et pareil, quand j'ai démarré, D'accord. après, j'avais réussi en affaires, j'avais des business à 10 millions, je gagnais tellement bien. Après, je suis passé coach parce que je voulais vraiment influencer et impacter la vie des gens. Nombre d'amis qui n'étaient plus des amis d'un coup. Parce que d'un coup, j'avais plus autant d'avantages financiers pour eux parce qu'en quittant, ça pouvait avoir un impact pour eux. Donc d'un coup, c'est plus des gens. J'ai vu peut-être 5-10 personnes qui m'ont vraiment encouragé. Tu sais quoi, c'est ça que tu veux faire? Top. Là, je voyais Vas-y. les vrais amis, parfois que je voyais pas, que je pensais pas que c'était mes vrais amis. Et d'un coup, mes supposés amis, c'était en fait des gens qui étaient juste dans je suis ton ami si tu m'apportes des choses, mais je suis pas ton ami si tu m'apportes plus des choses. Et pour moi, un vrai ami, D'accord. c'est l'amour inconditionnel. C'est que, tu sais quoi que ce soit, je vais encourager tes choix, je vais te supporter dans tes rêves. Et parfois, je vais aussi dire je suis pas d'accord, mais je t'encourage. Je vais jamais essayer de te retenir. Et donc, le jour où j'ai capté qu'il y a une différence entre ami et copain, ça m'a libéré. Ah, Et donc, voilà, ça m'a énormément aidé. Et puis, après, tu sais, il faut suivre il faut suivre son chemin. Nos amis ne nous payent pas nos factures. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est être dans nos baskets. Ils ne peuvent pas savoir ce que ouais. c'est, ce qu'il y a dans mon cœur. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans ma tête. Donc, chacun pense ce qu'il veut. Et les gens, de toute façon, vont toujours vous dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai, pas vrai. Quelqu'un qui est de la religion catholique va vous dire que les protestants, ils n'ont rien compris. Les protestants vont dire que les catholiques n'ont pas compris. Le musulman va dire que c'est mieux. Et le juif va dire mieux que ça. Et que le gars de droite pense que… Et en fait, tout le monde pense avoir raison et tout le monde a tort. Parce que Ouais, tout le monde a j'entends tort de bien. toute façon. Donc, Et on n'a il jamais faut la vérité. réussir d'une certaine manière à se dire, bah, je prends ce risque-là de ne pas être aimé. De toute manière, mes vrais amis vont m'aimer quand même. Et après, pour les autres, c'est douloureux, Tellement bien dit, mais tant Mathéo. C'est pis. exactement ça. Nos vrais amis nous supportent toujours. Donc, c'est un parfait test pour savoir qui va être mes vrais amis. C'est un beau test. C'est un beau test. Alors, j'ai une question qui est obligée. Je suis désolé, tu passes par Mind Parachutes. Voilà, c'est vraiment le cœur de ce que je fais. Donc, Bien sûr. question pour toi. Quels sont pour toi les 3 livres, les 3 incontournables autour du développement personnel? Je sais que 3, c'est pas évident parce qu'il y en a tellement que c'est pas facile. Mais bon, écoute, c'est une question comme ça. C'est clair, j'en ai Lourd. tellement. Mais on va dire réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Puisque l'argent, c'est le mindset. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce livre et je l'ai relu, je crois, 5 ou 6 fois. Je n'ai pas compris tout. J'ai dû le relire et relire et relire pour vraiment comprendre. Je vois que ça après vraiment 10 ans que j'ai vraiment tout compris et encore. Je dirais un deuxième livre dernièrement que j'ai lu, que je trouve tellement simple et tellement puissant que tout le monde devrait lire à mon sens, s'appelle Mindset en anglais. En français, c'est Changer d'état d'esprit. L'état d'esprit. Yes. Carol Dweck. Carol Dweck. Yes. Oh, incroyable. C'est Énorme. tellement fort. État d'esprit de croissance, état d'esprit fixé. C'est tellement simple, mais ça change. Une fois qu'on comprend ça, extraordinaire. Et en gros, c'est du développement personnel, mais expliqué d'une manière la grande experte de psychologie, qui est la prof de psychologie à l'université de Stanford. Et le dernier qui m'a profondément influencé, c'est vraiment un des mentors qui m'a le plus touché, c'est Stephen Covey. Et ce sont les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de 7 Habits. Yes. Yes. Fabuleux. Pour moi, ça, c'est la Bible du leadership. En tout cas, c'est un début de Je leadership. crois que celui-là, c'était le deuxième vidéo Mind Parachutes parce que aussi j'adore ce bouquin. Stephen Covey. Ouais, Ah bah, bon, on se rejoint c'est là-dessus, énorme. Mathéo. Bah, Moi, écoute, entre profond, les moi. 3, 2 sur 3 sûrement. Euh, Après, il y en a d'autres que j'aime aussi beaucoup, mais c'est toujours dur de choisir. C'est toujours dur de C'est choisir. très difficile de choisir. Mais Ouais, voilà, les 7 habitudes, je dirais que ouais, ça, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment forgé. Et plus que le livre, c'est le personnage. Stephen Covey était vraiment, il est décédé maintenant, mais c'était vraiment un mentor et un leader. C'était un gars qui enseignait ce qu'il vraiment vivait. Il y a beaucoup Mm. d'auteurs qui parlent théoriquement de choses, mais qui ne le font pas vraiment eux-mêmes. Lui, c'est le genre de vrai leader. Et moi, pour moi, c'était une personne à tracer le chemin, un type comme ça, pour me dire, OK, je vais être ce gars qui, quand il transmet quelque chose, est un leader. Pas juste quelqu'un qui parle théoriquement et qui vend des Ouais, livres, ouais. qui gagne de l'argent en vendant des livres et pas vraiment être un exemple. Donc voilà, ça serait mes 3 Tu livres. me rappelles une anecdote, excuse-moi, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais ça me rappelle. Alors moi, j'ai eu un parcours très différent avec, tu vois, l'université, des très beaux études, double diplôme, France en Italie, vraiment le typique produit du système scolaire que l'on imagine, carrière dans les boîtes multinationales, tout ça, le pedigree qu'il faut. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Justement, j'avais un peu l'impression que ça allait un peu à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris jusque-là. Hmm. Et du coup, j'avais un peu presque l'impression que c'était pas forcément sérieux, cette littérature-là, tout ça. Tu vois, je me disais, c'est C'est pas complètement l'inverse de ce qu'on apprend. C'est ça. exactement. Et donc, j'ai eu un peu de mal au départ à complètement accrocher.
Et un jour, j'étais dans un bureau d'un grand chef du CAC 40 pour une réunion de travail. Et j'ai vu les bouquins de Stephen Covey. Il n'avait pas beaucoup de bouquins voilà, dans la librairie de son bureau professionnel. Et là, je me suis dit, si lui, il arrivait où il arrivait, et il expose parmi les 10-15 livres, celui-là, ça veut dire que c'est sérieux. Donc pour moi, tu vois, il représentait un symbole, tu vois, et ça a validé, du coup, ça m'a donné permission aussi de dire, bah voilà, c'est très bien comme état d'esprit, comme voilà, j'ai des choses à prendre. Si lui, il a des choses à prendre avec ça, moi aussi, je peux. Et voilà, et ça m'a encouragé. Petite parenthèse. Génial. De toute façon, la plupart si vous regardez vraiment les gens qui réussissent, à la fin, ça croise quasi les mêmes livres. C'est des auteurs différents, mais ils disent souvent la même chose. Il y a des lois universelles dans l'univers de leadership, des lois de succès en couple, des lois de bonheur, des lois de gagner de l'argent. Il y a des lois. Et une fois qu'on comprend ces lois et ces principes universels, que j'appelle les principes universels, à la fin, on ne les a pas inventés. Ils existent. Il faut juste aller chercher à les comprendre et les maîtriser. Une fois qu'on fait ça, la vie devient tellement plus facile et le succès devient inévitable. Merci pour ton top 3. J'adhère. Ah bah super. Je pense à quelques questions que je lis souvent dans les commentaires sur mes vidéos, etc., de la part des personnes qui me suivent, si c'est OK. Bien sûr. Et la toute première, c'est vraiment commencer par les commencements. Pour quelqu'un qui débute, qui démarre son chemin dans le développement personnel, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, par quoi je commence? Oui. Quelle serait ta réponse à cette question? Par quoi je commence? Je dirais, il faut commencer par des livres. Des livres, c'est très bien. Et des vidéos. La grande clé, c'est prendre une habitude que j'appelle l'heure de croissance. Ça, c'est vraiment, ça devient un incontournable. Si on ne prend pas 1 heure par jour pour soi-même, pour croître quelque part, développer sa confiance en soi. Donc, ça peut être des vidéos sur YouTube, comme tu fais. Ça peut être des livres. Donc, au début, des choses très simples comme livres, vidéos. Il y a des ressources extraordinaires. Ça, c'est commencer. Et après, bien sûr, si on va aller beaucoup plus loin, et à un moment, il faudra y passer, je pense, c'est séminaires, coach personnel ou coach de groupe, programme online, parce que là, on est beaucoup plus en profondeur. Parce que d'un coup, on passe d'un état de théorie, comme je le disais, on comprend théoriquement les choses, mais entre lire un livre et avoir, je prends un exemple, si je veux dire, OK, je prends un livre sur comment faire du tennis, OK, donc théoriquement, j'ai tout le bras droit, le coup droit de Agassi, je ne sais pas trop quoi. Mais il y a une différence, je prends ma raquette et je vais jouer. Et maintenant, il y a une grande différence entre avoir Agassi à côté, moi qui fait non, regarde, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et là, coup, je vais progresser. Si j'avais 3 jours au tennis avec Agassi, en immersion, en coach personnel, qui va me coûter une fortune, mais c'est ça, je progresse plus vite et je gagne 5 à 10 ans. Ouais, après, j'ai compris et c'est émotionnel, j'ai pu pratiquer physiquement. Donc, c'est ça la puissance des séminaires. C'est ça qui a fait toute la différence à un moment entre passer de la théorie, c'est rester là, à de la pratique. Où d'un coup, je voyais des gens en face de moi, des mentors et des coachs qui m'enseignaient, qui me transmettaient les clés, qui est aussi un exemple. Donc, ça me donnait l'autorisation de faire comme eux, qui me donnaient toutes ces petites astuces. Et ça a tellement transformé ma vie que maintenant, j'en suis devenu un parce que je pense que c'est le meilleur cadeau que je puisse offrir. Je crois que c'est mon chemin en quelque sorte. C'est ma mission, pouvoir aider les gens aussi maintenant on va dire, à créer la vie qu'ils veulent. Et donc, je peux leur transmettre ces clés, ces principes, ces méthodes que j'ai mis tellement de temps à découvrir qui leur permettent maintenant d'atteindre leur rêve. Donc, clairement, je dirais livre, vidéo, très bien pour démarrer. Maman, si on passe à la vitesse supérieure, programme online avec de l'implémentation. Pas des programmes théoriques, mais des programmes qui vont vous amener à des actions et clairement séminaire. Le pouvoir des immersions. Parce que, par exemple, un séminaire comme, par exemple, moi j'ai un séminaire qui s'appelle Destination Réussite, mais moi j'en ai vécu d'autres aux États-Unis ou ailleurs. Mais on se pose 3 jours. Mais c'est quand la dernière fois qu'on prend 3 jours juste pour soi, où on coupe tout, le téléphone, tout, et d'un coup on se pose et on rencontre des gens qui veulent aller plus loin, plus haut, et on se pose des questions sur ses objectifs, nos croyances limitantes, nos peurs, où on veut aller, des clés, des méthodes pour booster notre productivité, gagner plus d'argent, être plus heureux, avoir plus confiance en soi. Mais on ne fait pas ça. Et en fait, en 3 jours, on peut gagner 10 ans. Et c'était la question que j'avais posée à Jack Canfield, qui est un très bon ami, et qui on a créé un livre best-seller. Incroyable. Comment? Un autre auteur incroyable. Ah ouais, extraordinaire. Bouillon de poulet pour l'âme. Il en a fait tellement. Le succès selon Jacques. Le succès selon Jacques, c'est ça à quoi je pensais parmi les top 3, tu vois. Ah, génial. Plein de principes. Donc, c'est un très bon ami. On a écrit un livre best-seller aux États-Unis ensemble. Et j'étais allé dans sa bibliothèque, qui est je suis allé plusieurs fois dans sa maison, mais qui est à Santa Barbara. Et je voyais cette bibliothèque. Moi, je pensais avoir lu des livres, mais alors lui, il a lu
Alors là, j'étais là, je vais. Ah, d'accord, Ok. c'est ça. Et quand je lui ai posé la question, c'est OK, qu'est-ce que tu ferais les choses différemment? Si tu devais tout refaire, tu ferais quoi? Il a dit, je ferais plus de séminaires et j'aurais lu moins de livres. Intéressant. Ah, très Et, intéressant. Là, je me dis, OK, donc le côté pratique, le côté immersion par rapport aux juste théorie. ouais, ouais, je partage ces messages-là. C'est d'ailleurs quelque chose sur ma chaîne où je sens qu'il y a tout cet apport théorique qui va bien, mais je suis d'accord avec toi. C'est très bien, c'est super, Et il le faut, il le et faut. il le faut, mais c'est juste les débuts peut-être. Et après, c'est bien aussi de vivre des choses d'autres manières que juste avec la tête. Oui, et la raison, c'est qu'on crée des. Moi, j'étudie le cerveau depuis des années. La raison, c'est qu'on crée des émotions. Et on retient beaucoup mieux quand c'est lié aux émotions. Par exemple, c'est pour ça que les histoires des enfants, on les retient parce que c'est gorgé d'émotions. Et quand c'est juste théorique, on a du mal à associer. Mais quand on vit quelque chose, on bouge, on partage, on communique, comme on fait dans mes séminaires, on bouge tout le temps, on danse, on partage avec des personnes, je coach les gens live, on est en pleine émotion. Donc, oui, il y a plein de déclics. Quand on parle de déclic émotionnel, d'un coup, on en a tout plein. Donc, tout on gagne. Certains disent, mais j'ai gagné 10 ans, quoi. Parce que d'un coup, c'est là où ce qui fait la différence entre je sais qu'il faut que je passe à l'action ou je sors du séminaire et je passe à l'action et ce n'est pas juste un effet motivationnel de 72 heures, c'est un effet long terme. Le truc est réglé. C'est passé, c'est intégré, c'est dans le système nerveux. Et c'est là où vraiment le déclic se fait. J'avais entendu une amie millionnaire qui était scandinave, elle avait dit les leaders are born at seminars ou à events. Les leaders naissent dans les événements et dans les séminaires. Et je partage vraiment son avis. Ok, merci beaucoup. Et du coup, là, on a parlé de voilà, comment commencer. S'il y avait des conseils, des erreurs typiques à éviter, déjà, quelles sont pour toi les 2, 3 erreurs que tu vois les plus fréquemment et des conseils utiles pour ne pas y tomber dedans ou en Oui, sortir rapidement. alors l'erreur majeure que je vois en développement personnel, et moi j'étais tombé en plein dedans, c'est ce côté, en fait, ce sont des formes d'excuses différentes pour ne pas faire le vrai job. Le développement personnel, ça s'appelle la croissance personnelle, égale on doit faire des efforts pour s'améliorer. C'est vraiment ça, le développement personnel, c'est s'améliorer. Ça apprend son écoute, c'est apprendre de l'écoute empathique, c'est apprendre à avoir du courage pour passer à l'action, c'est faire des choses inconfortables. À la fin, à la base, c'est si on veut obtenir ce qu'on n'a jamais eu, on doit faire ce qu'on n'a jamais fait. Le bonheur se situe en dehors de sa zone de confort, le succès est en dehors de sa zone de confort. Donc, on le sait théoriquement, mais là, quand on part vite dans le côté, par exemple, loi d'attraction, et j'y crois, j'ai aucun problème avec la loi d'attraction, le problème, c'est que les gens retiennent que ça. Et ils retiennent ça d'une très mauvaise manière, qui est juste à fermer les yeux, visualiser, je vais avoir 1 million d'euros sur le compte en banque. Et donc, ils tombent un peu dans ce côté où ils partent un peu trop dans les étoiles. Et moi, j'étais le premier à faire ça. Mais ils oublient le concret. Et la vie est concrète. Il n'y a personne qui a 1 million d'euros sur son compte en banque par magie. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a des lois d'échange. Pour obtenir 1 million d'euros, on doit ajouter sur le marché 1 million d'euros. Ça, c'est une autre loi. Et donc, ce problème de croire qu'on va attirer l'homme ou la femme de ses rêves sans changer, c'est impossible parce qu'on attire qui on est, pas juste qu'on visualise. Donc, la visualisation, je l'enseigne parce qu'elle nous aide à passer à l'action. Donc, le grand problème majeur, c'est ce côté un peu loi d'attraction, un peu trop, puis je vis, mais il n'y a rien de concret. Mais le concret, oui, d'accord. On oublie. Et aussi, il y a ce côté un peu trop théorique. Il y en a qui sont bien dans la théorie, mais à un moment, il faut passer à l'action. Tout ça, ça revient à l'action de toute façon. Et certains sont aussi beaucoup trop, à mon sens, dans la motivation. Donc, la motivation, comme disait Jim Rohn, aide à démarrer, mais n'aide jamais à continuer. Quelqu'un qui est motivé à arrêter de fumer, ouais, ça va durer, mais ça va durer 3 mois max. S'il est vraiment motivé, 3 mois. Donc, c'est là où la transformation fait toute la différence. Si je suis motivé par faire quelque chose, ça ne va pas durer longtemps. La motivation a une certaine durée. Par contre, si je transforme mon monde intérieur, mes schémas, mes peurs, je commence à vraiment mettre mon cerveau sur la table, typiquement ce qu'on fait dans mes programmes et séminaires, j'aime bien dire on met son cerveau sur la table et on garde le câblage. Et donc, j'aime bien dire que ça ne sert à rien, et on recable, ça ne sert à rien de demander à quelqu'un d'accélérer quand il y a le frein à main enclenché. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de motivateurs parce que la motivation. Allez, on pousse. Voilà, allez, on y va. Mais quand même, ouais. Tu as plein de peurs, tu as plein de croyances limitantes. Donc, ça ne sert à rien de vouloir pousser. Donc, d'abord, on va faire, avant d'accélérer, tu sais quoi, on va regarder, il y a 4 freins en main à déclencher, à desserrer. Et on va verrouiller, on va faire voler en éclats ces croyances limitantes. On va vraiment prendre en face, c'est quoi mes peurs et quelles sont les actions et quelles sont les conséquences. Et donc, à la fin, c'est vraiment mettre des actions en place et faire péter en quelque sorte ces croyances limitantes. Et une fois qu'on a ça, après, on va accélérer tout seul. Après, ça devient facile. On est tous motivés à gagner plus d'argent, être plus heureux, avoir un corps extraordinaire. Enfin, on est tous motivés à ça. Mais il y a une différence entre ça ne sert à rien de vouloir motiver encore plus. Donc, souvent, les gens tombent là-dedans. Oh, allez, je suis boosté.
Ouais, mais c'est bien, mais c'est comme des ballons qui se gonflent et qui se dégonflent en 72 heures. J'ai fait ça pendant des années en affaires. Et ça, on va oublier. Donc, la vraie clé de tout ça, c'est du courage et du concret. C'est de l'action. C'est regarder la vérité en face et pas partir dans monsieur, madame positif, dans ça va arriver un jour par chance. Il faut non, non, non. Si les résultats ne sont pas là, c'est qu'il y a les actions qui ne sont pas correctes. Donc, je dois regarder en face la réalité. Et la réalité, la grande clé, c'est accepter avec brutale honnêteté où j'en suis. Si ça fait 10 ans que je rame financièrement, je dois accepter que je suis nul pour l'instant. C'est pour ça que je suis nul. Mais je suis nul à mes capacités à créer de l'argent. Donc, ça ne sert à rien de vouloir partir dans « je vais visualiser ça va donner ». Non, okay, je dois changer mes habitudes. Donc, mes habitudes, ça peut être je dépense trop ou je ne gagne pas assez ou je ne sais pas trop quoi. Dans ce cas, je dois me discipliner à mettre de l'argent de côté et à le faire fructifier, par exemple. Ou je dois apprendre à des meilleures stratégies marketing pour développer mon business. Si mon couple part en cacahuète et à chaque fois je passe de personne en personne et ça ne marche pas, ou je suis célibataire depuis 10 ans, je dois changer quelque chose chez moi. Je dois changer mes habitudes de penser, d'agir, peut-être mon sourire, peut-être écouter plus, peut-être que c'est donner plus d'attention à l'autre, peut-être que c'est le complimenter plus souvent. Je dois changer. Mais attendre toujours que je n'ai pas de chance et j'ai de chance et tomber dans la motivation ou la positivité, ce n'est jamais la solution. Jamais. Ça peut éventuellement mettre un sparadrap sur la plaie, mais la plaie n'est jamais réglée. Donc, il faut soigner la plaie derrière. Ouais. Et du coup, j'entends qu'effectivement, la cure, c'est l'action, la bonne action d'ailleurs. Le progrès. Exactement. Donc, on apprend en faisant, mais il faut passer par cette phase-là. Il y a une question qui est peut-être la plus posée de ce que je reçois, c'est justement autour de la procrastination. Je pense que les gens peuvent savoir qu'effectivement, il faut passer de la théorie à la pratique pour obtenir des résultats. Et malgré ça, ce n'est pas toujours évident de le faire. Comment tu conseilles d'aborder ces sujets de la procrastination? Quels sont tes conseils pour les résoudre? Remettre à demain la procrastination, le truc que j'ai fait pendant des années. Donc déjà comprendre, au lieu de se dire je suis nul, je procrastine, parce que souvent c'est ce qu'on se dit, il faut comprendre la source du problème. Et la source du problème est toujours la peur. On procrastine parce qu'on a peur. Point. On cherche des excuses, qui est la deuxième sœur de la procrastination. On cherche des excuses et on procrastine parce qu'on a peur. On a peur du changement, on a peur d'évoluer, on a peur de réussir, on a peur d'échouer, on a peur de se planter, on a peur d'être équilibré, on a peur de quelque chose. Donc déjà, première chose, c'est accepter ça. C'est dire, regardez en face de quoi j'ai peur. Et souvent dans la société, surtout chez les hommes, la peur est vue comme c'est pas bien. Alors qu'on a tous peur. Donc un homme ou une femme doit être capable de dire, OK, je procrastine parce que j'ai peur du changement. Et c'est tout à fait naturel. Tous les humains ont ça. C'est parti de notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien qui a 300 millions d'années ne veut pas changer. Et pour lui, tout changement est potentiel danger. Pour l'instant, il dit, tu es en vie, ne change pas. Et le point, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va évoluer, être heureux et progresser. Donc, c'est juste normal qu'on ait peur. Donc, ça ne nous rend pas inférieurs. Donc, déjà, je procrastine parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur d'être ridicule parce que quoi? J'ai peur de ne pas être aimé. Donc, une fois qu'on déconstruit le schéma, ce que je fais en tant que coach, dans mes séminaires, on se comprend mieux. Une fois qu'on se comprend mieux, on arrête de se fouetter, d'être dur avec soi-même. On a un peu plus d'empathie envers soi, un peu plus d'amour propre. Une fois qu'on a ça, la grande clé à comprendre, c'est un principe fondamental. On est plus motivé par éviter la douleur que la possibilité de gagner quelque chose. Et ça va complètement à l'inverse de la pensée positive, qui pendant moi des années, je disais pensée positive, plus je trouve que c'est la pire des stratégies. Donc attention, je ne suis pas en train de dire d'être négatif dans la vie. Le cerveau va être plus motivé par éviter la douleur. Donc il faut plus penser, au lieu de se dire je vais avoir des rêves et je vais passer à l'action, c'est très bien et je suis le premier à encourager à avoir des rêves. Il nous faut des rêves, c'est clair. Mais ce qui va nous bouger notre cul, réellement, c'est quand on va se dire oh purée, si je continue à remettre à demain, je vais rater ma vie, je vais avoir une pile de regrets, je ne vais pas être un bon parent, je vais finir avec des regrets, je ne vais pas avoir l'argent que je veux, je vais avoir gâché ma vie. Quand ça expérimente la douleur. Et quand on système nerveux, je fais, oh purée, je suis en train de gâcher ma vie, je suis en train de montrer le mauvais exemple à mes parents ou à mes enfants, pardon, là, je passe à l'action. Là, je passe à l'action. Donc, ça me donne 10 fois plus de puissance que me dire, oh, j'aimerais bien avoir ça. Donc, ça, j'aimerais bien avoir ça. Il faut plutôt regarder, okay, j'aimerais bien avoir ça, mais qu'est-ce que je ne veux plus avoir? Et on est plus motivé par, une fois qu'on est clair sur ce qu'on ne veut plus. Le jour où j'étais clair sur, je ne veux plus être ce gars qui rame financièrement, je ne veux plus être ce gars qui est célibataire, à essayer de courir après les femmes, qui a un manque de confiance en lui. Une fois que j'étais clair sur qui je ne voulais plus, pouf, je passais à l'action. Parce que c'était tellement douloureux pour moi de me dire dans les 5 à 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça allait continuer. Donc, quand je travaille en coaching, je leur dis plutôt, je pose des questions qui vont plutôt, quelles vont être les conséquences négatives dans les prochaines années? Si vous êtes prêt à regarder les conséquences négatives dans les prochaines années, vous bougez votre cul. La procrastination, ça n'existe plus.
D'un coup, c'est OK, action. Si par exemple, quelqu'un qui fume et qui dit oui, il faut que j'arrête de fumer, il dit OK, comment tu vas te sentir quand tu auras ton cancer et tu auras donné l'exemple à tes enfants et tu vas voir ton enfant qui va commencer à fumer à l'âge de 14 ans. Ça, c'est plus motivant à arrêter de fumer que se dire ah, je vais pouvoir me sentir avec des poumons plus élevés, j'ai vécu 5 ans en plus. Ça, c'est pas très puissant. Mais ce qui est puissant, c'est comprendre les conséquences négatives. D'accord, merci. C'est très intéressant et assez non conventionnel comme suggestion. Donc, merci Max pour ces partages. C'est ce qui marche. Hein. Moi, j'ai coaché des milliers de personnes et je suis quand même connu pour quelqu'un qui amène les gens à l'action et au résultat. Je ne suis pas le gars motivationnel. Il y en a tout plein et c'est OK. Moi, je ne suis pas le gars motivationnel. Moi, je suis le gars au résultat. D'accord. Les gens viennent chez moi parce qu'ils savent qu'ils vont entendre la vérité et ils veulent des résultats. Ils ne viennent pas chez moi pour être motivés. Ils viennent chez moi en disant OK, j'en ai marre, je veux un changement. Et donc, à la fin, c'est comme ça que le cerveau marche. J'ai étudié ce truc en long, en large, je l'ai testé sur des milliers de personnes. Et je sais que c'est totalement pas conventionnel. Et pourtant, il faut prouver l'inverse parce que. Et moi, j'étais l'exemple de ce truc-là. Moi, j'étais monsieur positif. Et moi, je me suis dit, ça marche pas ce truc positif. C'est pour ça qu'il faut être négatif, mais il faut être stratégique. Il faut comprendre comment le cerveau marche et il faut, en quelque sorte, dompter son cerveau en lui envoyant la bonne information. Ok, merci. Alors, je te pose juste une toute dernière question, peut-être deux, vu le temps qui court. Je voulais te demander, est-ce qu'à ton avis, j'aurais dû poser une question que je n'ai pas encore posée et que j'aurais dû peut-être poser plus tôt? Écoute, il y a tellement de questions, mais il y a une question qui peut être intéressante qui vient souvent, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Et alors, j'ai deux réponses à ça. Clairement, là, je vous parle ici d'une villa absolument incroyable, quelque chose que j'aurais jamais pensé. On a déménagé il n'y a pas longtemps. Villa avec piscine, c'est un rêve. On vit dans une sorte de Hollywood quelque part, bref. Et on est entre la Suisse et le Portugal dans deux lieux absolument incroyables, avec des choses que j'aurais été inconcevable. Donc, est-ce que l'argent peut régler beaucoup de problèmes? Oui. Et ce qui va amplifier le bonheur? Oui. Mais il ne va pas forcément nous rendre heureux. Si on n'est pas heureux sans argent, on ne sera pas heureux avec de l'argent. Et souvent, on confond ça, et je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux, ce côté un peu… l'argent va donner la puissance du choix. Et j'aimerais dire qu'il faut mieux avoir les deux. Il faut avoir l'épanouissement et l'argent. L'argent nous permet le choix et amplifie qui on est. J'aimerais dire que si vous êtes un con, vous allez devenir un grand connard avec de l'argent. Et si vous êtes quelqu'un de bon, vous allez devenir quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez tendance à donner, vous allez donner encore plus avec de l'argent. Donc, l'argent est quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne change pas, ça nous amplifie. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de travailler pour gagner beaucoup d'argent? Absolument. Mais non, est-ce que c'est la clé du bonheur? Absolument pas. L'épanouissement vient dans la croissance. L'épanouissement vient à chercher à devenir une meilleure version de nous-mêmes. L'épanouissement qui est au-dessus du bonheur, c'est un bonheur profond et durable, c'est dans la contribution. C'est qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous une fois qu'on va quitter cette terre. Ce n'est pas juste ce qu'on obtient, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison, c'est qui on a donné. Quand on sent, moi je trouve que j'ai le plus beau métier du monde parce que tous les jours j'ai l'opportunité d'impacter la vie des gens positivement. Et je reçois tous les jours des messages des gens qui me disent merci, ça a changé ma vie. Dernièrement, il y a un chef d'entreprise qui tient un super U dans le centre de la France, qui avait fait une erreur de calcul dans ses prix, qui a perdu 6 000 € net. Et il aurait pété les plombs. Et puisqu'il regardait mes vidéos, il m'a dit merci, ça m'a permis, j'ai tout de suite respiré, j'ai utilisé tes stratégies, j'ai commencé à me calmer, j'ai tout de suite vu les solutions, j'ai commencé avec tout un système de contrôle et j'ai mon entreprise qui fonctionne mieux, il va venir au séminaire Destination Réussite. Bref, il a transformé le problème en opportunité. Et quand moi j'entends des témoignages comme ça, des gens qui ont fait x4 sur leur chiffre d'affaires, des gens qui ont perdu du poids, des couples heureux alors qu'ils étaient à 2 doigts du divorce, moi ça m'épanouit. Et donc je crois que la vraie clé du bonheur, c'est ce qu'on va donner. C'est l'impact, c'est utiliser notre talent et croître ce talent, développer, faire son développement personnel pour contribuer plus. Le bonheur, c'est dans ce qu'on donne et ce n'est pas ce qu'on obtient. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, oui, l'argent, allez-y, foncez, c'est top de gagner de l'argent parce que vous pouvez tellement, jamais dire, vous ne pouvez pas aider beaucoup de gens quand vous êtes pauvre. Quand tu rames financièrement, c'est compliqué. Donc, quand tu es à l'aise financièrement, ça libère l'esprit, tu as du temps pour contribuer encore plus. Mais la grande clé, c'est la croissance et la contribution. Ça, c'est ce qui va nous apporter le plus grand des bonheurs. Croître personnellement, et ça veut dire sortir de sa zone de confort, devenir meilleur chaque jour, se challenger, faire des choses inconfortables. Numéro 2, contribuer. Utiliser notre talent pour contribuer, pour impacter la vie des gens. Si on fait ça, vous aurez une vie les plus spectaculaires qui soit. Moi, je me considère comme un des hommes les plus heureux sur Terre, malgré les challenges de la vie. Pas vrai? On a tous des challenges. Ouais. C'est très intéressant cette notion de dire finalement, pour atteindre le bonheur, pour être vraiment heureux dans ma vie,
je dois accepter de ne pas être tout le temps confortable, voire de chercher l'inconfort volontairement, justement, pour C'est le grandir, paradoxe. pour m'améliorer. Le Et c'est très paradoxe, intéressant parce que parfois, exactement. on croit que les deux vont ensemble. Et donc, en fait, C'est-à-dire, on confond pour être heureux, il faut que je sois confort. Et ben, finalement, ça ne marche pas. tellement vrai, Mathéo. Les gens confondent plaisir et bonheur. Et ce qu'ils voient, c'est la piscine et puis la belle voiture. Et ça. Et je promets à dire, je préfère rouler une belle voiture qu'une AX qui a 10 ans. On est tous d'accord là-dessus. Je préfère vivre dans une villa de 350 mètres carrés ou de 500 mètres carrés qu'être dans un petit appartement avec le métro tous les jours. Ça, c'est sûr. Mais il y a une différence entre le plaisir. Et souvent, les gens ne sont pas heureux, ne sont pas épanouis. En anglais, il y a un terme qui s'appelle fulfillment. Mhm. On se remplit. Mhm. Et souvent, les gens croient que le bonheur, c'est une photo avec des gens qui se bourrent la gueule. Le plaisir, c'est instantané. Ça ne dure pas très longtemps. C'est momentané. Le bonheur est éternel. Quand on impacte la vie de quelqu'un, cet amour qui est créé entre deux personnes, ça, c'est éternel. C'est quelque chose qui nous réchauffe le cœur juste à y penser. Mais la soirée, on l'a passée avec les amis. À part, c'était des moments forts, des moments de partage et d'amour, mais c'était juste se péter la gueule. Et après, on a la tête fatiguée pendant 3 jours. On l'a oublié, celle-là. Parce Ouais. qu'on était juste dans du superficiel. Ça, on a Mhm. peut-être un moment de plaisir pendant un moment, mais on n'a pas été heureux. Et souvent, on fuit dans le plaisir. Moi, j'aimerais dire qu'on est dans une société de plaisir mania parce qu'on n'est pas heureux. On a un vide intérieur. Et donc, les gens fuient dans le plaisir en confondant plaisir pour essayer de remplir ce vide. Mais une fois qu'on a arrêté le plaisir, on revient à la réalité, il y a à nouveau ce vide. Et une fois que le vide revient, on essaie de remplir. Ouais. Au lieu de dire, OK, je vais régler ce problème de vide une bonne fois pour toutes. Et bizarrement, c'est le paradoxe, pour se remplir ce vide, il faut donner. Quand on Ouais. donne, on se remplit. Et le plupart du temps, les gens, j'aimerais dire, ils nagent dans le mauvais sens. Ils veulent obtenir l'attention, ils veulent obtenir l'amour. Tu as vu ma belle voiture, tu as vu mon attention, tu as vu mes diplômes, tu as vu. Et en fait, en faisant ça, ils coulent. Ils veulent remplir, mais en fait, ils se vident constamment. C'est comme un trou qui est constamment. C'est comme un récipient troué. Mais quand ils donnent, ils pensent n'avoir rien. Quand ils donnent, on nage. Et on nage dans le bon sens. La vie nous porte. Mais nager comme ça, on va couler. Regarde, vers nous. Vers l'extérieur, J'adore l'image de la nage. C'est c'est très vraiment parlant. ça. Très Quand on parlant. donne, on se remplit. Ouais. Il y a tellement de paradoxes dans la vie, c'est totalement inversé. On veut obtenir, mais plus on veut obtenir, le moins on obtient. Le plus on veut posséder, le moins on obtient. Le plus on donne, le plus on se remplit. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Je voulais te demander si tu as un dernier message que tu souhaites partager avec les gens qui nous suivent. Écoute, le dernier message, ça va être le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde et de devenir le meilleur de vous-même. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants, c'est de progresser chaque jour, devenir une meilleure version de vous-même. On est né pour croître. Et ça, je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de passer. Ouais, c'est ça. C'est chercher à devenir meilleur Ok. plutôt qu'obtenir l'attention et l'amour des autres. Ça, c'est du vent. Les gens, quand on va disparaître de cette terre, les gens vont n'avoir rien ciré de nos diplômes, de notre argent, de notre voiture. Tout le monde. Personne va arriver à notre enterrement et nous dire waouh, il avait une belle voiture. Et, en tout cas, j'espère que ce n'est pas ce que les gens vont dire de moi. J'espère qu'ils vont dire c'était un être extraordinaire. Ouais. Il a impacté la vie de millions de personnes ou m'a impacté ma vie. C'est un exemple pour moi. Il a apporté l'énergie positive. C'est un rayon de soleil autour de moi. Donc, ça, c'est ce qu'on doit même en tant que responsable. Je pense que ça va être la responsabilité de chaque parent d'être un exemple pour ses enfants. Et ça, pour ça, on doit un devoir de développement personnel. C'est même non négociable pour moi. On doit faire du développement personnel. Parce que si on ne devient pas meilleur, quel est l'exemple qu'on donne à nos enfants? À boire n'importe quoi, à manger n'importe quoi, à critiquer dans le dos, à chercher des excuses, à ne pas réaliser ses rêves, ils vont reproduire. Et donc, on n'a pas le droit de leur faire ça. Si on les aime, on se doit de sortir de notre zone de confort et croître. Cherchez à devenir la meilleure version de vous-même. Merci beaucoup pour ces derniers conseils et globalement pour tout le partage que tu as fait en répondant à mes questions. C'était vraiment très sympa. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que les gens peuvent tirer de ton partage. Merci beaucoup. Je remercie aussi les personnes qui ont suivi l'entretien jusqu'à la fin. Bravo, parce qu'on a quand même un peu dépassé. Moi, j'étais toujours optimiste. Après, je me fais prendre. Et encore, j'ai manqué beaucoup de questions. Donc, Max, peut-être qu'on fera la partie 2 dans quelques Why temps. not, avec plaisir. Si vous êtes intéressé pour comprendre un peu plus en détail la manière dont Max s'y prend, je mettrai dans le lien de cette vidéo le lien vers la synthèse du livre Réussite Maximum. Comme ça, vous pourrez regarder et pourquoi pas creuser davantage tout ce que Max
à partager sur le sujet. Merci encore, Max, et très bientôt tout le monde pour de nouvelles idées. Avec plaisir. Merci Merci beaucoup. Mathéo. Bye Ciao. bye.